Bienvenue sur une petite planète fertile. Une planète généreuse qui nous a toujours donné ce dont nous avions besoin pour survivre et nous développer. Aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards d'humains et nous rêvons d'abondance. Notre consommation de technologies numériques et de technologies vertes explose. Elle engloutit des quantités gigantesques de métaux. Et si nous étions allés trop loin dans l'exploitation de la Terre ? À l'aube du XXIe siècle, la pénurie menace. Il est peut-être temps d'aller chercher nos métaux dans l'espace. Comment en sommes-nous arrivés là ? Remontons à l'aube de l'humanité. L'homme était alors un chasseur-cueilleur, arpentant de vastes territoires. Son quotidien alternait des périodes de pénurie et d'abondance. Au gré des saisons, il trouvait autour de lui ce dont il avait besoin pour survivre. Son impact sur la Terre était insignifiant. Ça fait partie de lui, dans ses déplacements, de regarder quels sont les matériaux qu'il pourrait utiliser à des fins d'outillage. À Spienne, en Belgique, Hélène Collet et son équipe fouillent le site d'une importante implantation humaine qui remonte à plus de 10 000 ans. À cette époque, partout en Europe, les populations se sédentarisent. Spienne, c'est un des très grands centres d'extraction du silex qui voit le jour au cours du néolithique. Il s'étend sur des dizaines et des dizaines d'hectares. On pense que 20 000 puits d'extraction ont dû y être creusés et il a été exploité durant au minimum 1000 ans, peut-être 2000 ans. La sédentarisation a certainement conduit les populations à avoir un autre rapport aux ressources. Les populations vont avoir l'occasion de creuser des mines et de véritablement développer un art minier et de se spécialiser aussi dans le façonnage de ces outils. À cela correspond un boom dans le nombre de mines de silex qu'on peut retrouver. Donc des endroits où, de manière récurrente, pendant des dizaines, des centaines ou même un millier d'années, des populations sont revenues pour extraire le silex. Le travail de la mine, c'est un plus. Durant quelques mois de l'année, ces populations creusent des mines qui leur donneront donc le silex, avec lesquels elles façonneront des haches qui leur serviront pour les échanges. Les haches façonnées à Spienne ont circulé au minimum sur 150 km de distance. Sur les routes du commerce naissant, le silex est bientôt remplacé par le métal. Une nouvelle ère commence. L'artisanat de la métallurgie se répand et bientôt des mines de métaux font leur apparition en Europe. L'extraction minière s'organise progressivement autour d'une poignée de grands métaux que l'on a appris à travailler. À Salsigne, au cœur de la Montagne Noire, dans le sud de la France, on commence à exploiter le cuivre et le fer dès l'Antiquité romaine. Plus tard, Salsigne deviendra la plus grande mine d'or d'Europe. Aujourd'hui, des mines souterraines de plus en plus profondes, mécanisées, robotisées, climatisées. Après-demain, sans doute des ressources sous-marines. Et puis, après-demain, effectivement, peut-être l'espace. Philippe Biwix est ingénieur centralien. Il est spécialiste des métaux et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions environnementales. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a plusieurs progrès. D'abord, on va théoriser que le progrès technologique permet de faire des découvertes et d'appliquer ces découvertes au système industriel et à la production d'objets qui vont permettre d'améliorer le confort et le bonheur du genre humain. Et puis on va avoir le progrès de la chimie expérimentale qui va permettre de découvrir de plus en plus d'éléments chimiques différents et la découverte d'une énergie plus abondante, les énergies fossiles, le charbon. Tous ces éléments-là vont permettre de rentrer au XIXe siècle dans l'utilisation d'un certain nombre de métaux nouveaux, différents. On va avoir le zinc, on va avoir l'aluminium, le nickel. Le chrome, le lithium, le titane. À partir de la révolution industrielle, plus d'une vingtaine de métaux sont utilisés. L'extraction s'intensifie. Ces nouvelles ressources, loin de se substituer les unes aux autres, se cumulent et créent de nouveaux besoins.
a donc une soixantaine de métaux différents. Le plus utilisé, c'est le minerai de fer. On dépasse largement le milliard de tonnes de production annuelle. Et puis on a certains métaux, comme les métaux précieux, l'or, le platine, là peuvent descendre à quelques centaines de tonnes ou quelques milliers de tonnes par an. Et donc c'est toute cette gamme de produits qu'on va effectivement utiliser pour les transports automobiles, les infrastructures, et puis tous nos objets du quotidien qui vont du dentifrice ou les crèmes solaires jusqu'à nos produits électroniques évidemment qui peuvent contenir 30-40 métaux différents. Il s'est vendu 1,4 milliard de smartphones en 2018. Un smartphone dernière génération contient un mélange complexe de métaux, dont la plupart sont des métaux rares. Indium pour l'écran tactile, cobalt pour la batterie, néodyme pour le vibreur. Grâce à eux, nos smartphones sont de plus en plus légers, de plus en plus puissants. Les métaux rares ont créé la révolution numérique et en même temps ils l'ont accélérée. Ils l'ont à la fois créée et accompagnée. Guillaume Pitron est journaliste et réalisateur. Il parcourt le monde pour enquêter sur les impacts environnementaux liés à l'extraction des métaux rares. Vous avez la multiplication des usages de métaux rares qui se fait à partir des années 70-80 parce qu'on ne peut pas se passer d'eux compte tenu de leurs propriétés catalytiques, optiques, magnétiques. Nous avons des métaux rares en Europe. Simplement, ces mines, c'est très sale. Et donc il y a eu un transfert de la production de ces métaux rares entre les pays riches qui ne voulaient pas de la pollution générée par ces matières premières et les pays pauvres qui étaient prêts à en assumer les coûts occidentaux pourvu qu'ils puissent rattraper leur retard industriel. Donc aujourd'hui, les approvisionnements des États occidentaux en métaux rares sont totalement dépendants de l'étranger et plus précisément de la Chine. Ce que j'ai vu, de mes yeux vus, c'est des désastres environnementaux absolument colossaux. Vous avez à côté de Baotou un gigantesque lac de rejet toxique qui est grand comme le lac Léman et dans lesquels on rejette toutes les eaux usées du processus de raffinage de terres rares. Vous avez de la radioactivité, vous avez des villages du cancer, vous avez des cas de maladies diverses et variées qui sont répertoriés et qui sont indiscutables. Donc c'est ça la réalité de ces métaux rares. À Salsigne, la réalité, c'est de gérer les conséquences de 200 ans d'exploitation intensive. La mine a fermé ses portes en 2004, laissant toute la région polluée pour des milliers d'années. Ici, comme dans tous les pays développés, on tente de bâtir un monde plus propre. Là, nous passons à une nouvelle génération de technologies de l'énergie, les technologies dites vertes, panneaux solaires, éoliennes, voitures électriques, pour lesquelles il faut des métaux. Pas seulement des métaux rares, mais des métaux en général. On est totalement dans une fuite en avant. Mais je veux dire, nous sommes dans un monde où nous sommes 7 milliards et demi, nous serons 10 ou 11 milliards d'ici la fin du siècle, et ces 11 milliards d'individus vont consommer toujours plus de technologies numériques et toujours plus de technologies vertes. Il faut savoir que pour nos seuls besoins en métaux, toutes technologies confondues, nous allons en consommer dans les 35 prochaines années davantage que tout ce que nous avons consommé en métaux depuis 70 000 ans. Pollution, développement exponentiel, embargo qui menace d'étrangler les pays occidentaux, les défis qui s'annoncent à l'aube du XXIe siècle sont gigantesques. Il faut trouver de nouvelles ressources, de nouveaux territoires à exploiter. Je viens d'Écosse. La mine là-bas, c'est une tradition. Je viens d'une petite ville minière où toutes les mines ont fermé. Nous sommes la première génération qui peut regarder les planètes, qui peut regarder les étoiles et qui peut dire « on peut aller là-bas, on peut le faire, on peut toucher les étoiles, on peut toucher les planètes ». Mitch Hunter-Scullion a tout juste 23 ans. Après de brillantes études en commerce international, il a fondé l'Asteroid Mining Corporation à Liverpool, au Royaume-Uni. On est encore loin de la multinationale. Quelques collaborateurs en Europe, bureaux loués selon les besoins.
Ce que Mitch Hunter-Scullion a à vendre, c'est un projet. Nous habitons une planète d'à peine 13 000 km de diamètre. Et nous sommes dans une situation où les ressources s'épuisent rapidement à cause de la population qui n'arrête pas d'augmenter. Le système solaire peut fournir toutes les ressources dont notre société a besoin pour se développer de manière exponentielle pendant au minimum 100 ans. On peut trouver à peu près les mêmes ressources que l'on a sur Terre sur un astéroïde, mais en quantité gigantesque. Pour vous donner des chiffres approximatifs, toutes les mines sur Terre extraient actuellement 200 tonnes de platine par an. Sur un seul astéroïde métallique de 1 km de diamètre, on peut raisonnablement s'attendre à trouver au moins 100 000 tonnes de platine par astéroïde. Ça signifie tout simplement qu'un seul astéroïde peut fournir plus de platine et d'or que toutes les mines de l'histoire humaine réunies. Deep Space Industries. Mitch Hunter-Scullion n'est pas le premier à faire le pari des ressources spatiales. En 2012, Deep Space Industries et Planetary Resources font leur apparition à grand renfort de communication. Ladies and gentlemen, Dr. Peter Diamandis. Seattle, 24 avril 2012. La vision de Planetary Resources, c'est de mettre les ressources de l'espace à disposition de l'humanité, à la fois dans l'espace et ici sur Terre. La Terre souffre d'une pénurie de ressources, mais nous pouvons à présent transformer la rareté en abondance. C'est maintenant que nous en avons le plus besoin. Ces deux sociétés américaines ont été créées grâce à d'importantes levées de fonds auprès de grands mécènes privés. Nous avons la grande chance d'inclure dans notre entreprise deux des personnalités clés de Google. Nous avons Larry Page de Google, Eric Schmidt de Google. C'est un investissement intelligent, l'une des plus grandes opportunités commerciales de l'histoire. Aller dans l'espace pour chercher des ressources au profit de toute l'humanité. Ces nouveaux acteurs affichent des moyens à la hauteur de leurs ambitions. Il n'en faut pas plus pour que la blogosphère s'emballe. Jusqu'à une période récente dans l'histoire de l'astronomie, on ignorait l'existence des astéroïdes. Pourtant, sans le savoir, on les a toujours côtoyés grâce à leurs fragments qui tombent sur Terre, les météorites. Quand on regarde le ciel, on n'y voit pas de pierres. Et donc se faire à l'idée que des pierres puissent tomber du ciel a été un long cheminement qui a trouvé son aboutissement à la fin du XVIIIe siècle. Mathieu Gounel est professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il est chargé de la conservation de la collection française de météorites. Pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y avait un petit peu cette idée que les météorites étaient peut-être des pierres de tonnerre ou des pierres de foudre. Et il y avait aussi une école qui admettait que des pierres puissent tomber du ciel, mais qui n'arrivait pas à se projeter au-delà de l'atmosphère. En 1794, le premier qui parle d'une éventuelle origine extra-atmosphérique, c'est Ernst Chladni, un mathématicien allemand. Petit à petit, toute la communauté scientifique accepte l'idée que les météorites proviennent de corps rocheux qui voyagent dans le système solaire. En 1801, Giuseppe Piazzi, un astronome italien, cartographie les étoiles. Le 24 janvier, il détecte l'ombre d'une planète dont certains calculs avaient prédit l'existence entre Mars et Jupiter. En réalité, il vient de découvrir Cérès. C'est le plus gros des astéroïdes du système solaire. Puis les découvertes s'enchaînent. Pallas, Junon, Vesta. En 1868, 100 ont été détectés. Aujourd'hui, on recense presque 1 million d'astéroïdes qui orbitent entre Mars et Jupiter dans une zone que l'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Si j'étais Han Solo dans mon Faucon Millennium, dans la guerre des étoiles, et que je voulais traverser la ceinture d'astéroïdes, je la traverserais à l'aveugle, parce que même s'ils sont très nombreux, ils sont petits dans un espace qui est infiniment grand. La probabilité d'en croiser un au hasard, même s'ils sont très nombreux, eh bien, reste très faible.
Patrick Michel est astrophysicien à l'Observatoire de Nice. C'est un spécialiste des astéroïdes qui participe aux plus grandes missions d'exploration du système solaire de la NASA et des grandes agences spatiales. En 2012, Planetary Resources a fait appel à lui pour rejoindre son équipe de consultants de haut vol. Les astéroïdes contiennent des ressources similaires à ce qu'on peut retrouver sur Terre parce qu'en fait, ce sont les restes des briques qui ont formé la Terre et les autres planètes. Au départ, notre système solaire, il y a 4,567 milliards d'années, était un disque de gaz et de poussière qui entourait le Soleil. Et puis ces poussières ont commencé à se rencontrer, à former des grumeaux, à s'agglomérer, former des embryons planétaires. Et puis certaines d'entre elles ont fini en planète. Mais une partie de ce matériau, en fait, n'a jamais réussi à former une planète et s'est parqué entre Mars et Jupiter dans la ceinture des astéroïdes. C'est probablement en raison de la présence de Jupiter à proximité qui a empêché, de par sa force gravitationnelle, ces astéroïdes de se rassembler. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une tentative de rassemblement, il y avait un petit peu d'une certaine façon Jupiter qui étendait sa main gravitationnelle et qui dispersait ces astéroïdes qui voulaient se rassembler. Loin de l'influence de Jupiter, des milliards d'astéroïdes parviennent à s'agglomérer et peu à peu, la Terre se forme. En grossissant, sa composition se modifie. Tous les corps célestes, astéroïdes comme planètes, ont une chaleur interne qui provient de la décroissance radioactive. Leur température s'est élevée, ils ont fondu, et quand un corps fond, et quand ce corps contient à la fois des roches et du métal, eh bien, le métal qui est plus dense va avoir tendance à se retrouver dans le centre des corps, alors que les roches vont se retrouver à l'extérieur. Quand la Terre s'est formée, le fer a pompé tous les éléments qu'on appelle sidérophiles, c'est-à-dire sont les éléments qui ont une affinité pour le fer. Et l'or est sidérophile, le platine, etc. Donc en fait, tous les éléments précieux sont allés dans le noyau. Ce qui reste dans le manteau vient des impacts qui se sont produits après la formation de la Terre. On appelle ça le vernissage tardif. Quand on fait le bilan de l'abondance des métaux rares que l'on a dans le manteau, ça ne peut s'expliquer que par les impacts d'astéroïdes. Quand vous portez un bijou, une grande partie de ce que vous avez vient de matière céleste, les astéroïdes. Les richesses de la croûte terrestre ne seraient donc qu'une infime partie de ce que l'on peut trouver dans la ceinture d'astéroïdes. En étudiant les caractéristiques des météorites qui en sont issus, on parvient à classer les astéroïdes en 3 types principaux. On a les objets de type S, qui sont plutôt silicatés, riches en matériaux rocheux, réfractaires formés près du Soleil. On a la classe C, qui sont les astéroïdes de type carboné, riches en eau. Ils se sont formés au-delà de Jupiter initialement, là où l'eau pouvait se condenser. Et puis on a une autre classe dans laquelle on a les objets métalliques, donc classe M pour métal. Ce sont aussi les plus rares. Psyché est l'un d'eux, un mastodonte métallique de plus de 200 km de diamètre. Il témoigne de phases intenses de la formation du système solaire. De nombreux embryons de planètes se sont formés. Mais à la différence de la Terre, ces corps massifs au cœur de fer n'ont pas atteint une taille suffisante pour résister aux aléas des rencontres célestes. D'après les space miners, ces fragments de cœurs métalliques contiendraient des proportions de métaux rares bien supérieures à celles qu'on trouve sur Terre. Ils voyagent dans l'espace à plus de 250 millions de kilomètres de la Terre, inaccessibles. Mais c'est sans compter sur la mécanique céleste. Entre Mars et Jupiter, il y a des zones qui sont très instables, qui font que quand on tombe dedans, on passe d'une trajectoire circulaire autour du Soleil entre Mars et Jupiter à une trajectoire qui s'allonge. Et en s'allongeant, la distance minimale au Soleil diminue et donc on peut croiser la Terre. Et certains d'entre eux sont plus accessibles que la Lune en termes d'impulsion qu'il faut donner depuis la Terre pour les atteindre. Ces astéroïdes qui passent parfois très près de notre planète, ce sont les géocroiseurs. On en dénombre plus de 20 000. Ils représentent une cible de choix pour les mineurs de l'espace. L'Asteroid Mining Corporation développe une feuille de route pour l'utilisation des ressources spatiales. Ce que nous voulons faire, c'est prospecter, explorer, puis extraire des matériaux sur les astéroïdes. Notre premier projet consiste à créer une base de données de 50 000 astéroïdes.
Ce genre de database existe déjà. Asterunx est la plus célèbre d'entre elles. Les chiffres que l'on y trouve font tourner la tête, mais pour la plupart, ils ne sont qu'estimés selon le type et la taille des astéroïdes observés. Pour déterminer précisément les ressources du système solaire, les space miners développent leurs propres outils d'observation. Pour cela, Mitch Hunter-Scullion s'est associé avec la prestigieuse université John Moores de Liverpool. Le professeur Jens Steele est astronome, spécialiste de l'étude des météorites par spectroscopie. La spectroscopie, c'est simplement le processus de division de la lumière dans ses différentes couleurs. On prend la lumière, on la passe à travers un morceau de verre, un peu comme dans un arc-en-ciel. On a un prisme ou une grille très fine. Cela agit de la même manière. La lumière est divisée en ces différentes couleurs que l'on peut observer. Si on regarde le Soleil, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que le Soleil est composé de nombreux gaz différents. En regardant le spectre d'un seul élément comme le néon ou l'argon, on obtient seulement quelques couleurs différentes. Nous obtenons une empreinte des motifs des différentes longueurs d'onde de la lumière, qui est propre à cet élément. La spectroscopie, en théorie, peut déterminer n'importe quel élément, chacun d'eux ayant sa propre signature chimique. Ils ont tous leur propre motif de lumière. Les astéroïdes sont loin dans l'espace. Difficile de les échantillonner directement. En revanche, nous pouvons étudier la lumière de morceaux d'astéroïdes qui tombent sur Terre, les météorites. En comparant le spectre lumineux des météorites avec celui des astéroïdes qu'il observe depuis la Terre, le professeur Steele associe leurs spectres respectifs et parvient à estimer la composition de chaque astéroïde. Mais cette observation depuis la Terre n'a rien de facile. La lumière qu'ils émettent est très faible. Les plus grands télescopes sont nécessaires, ce qui permet de recueillir autant de lumière que possible. L'observation est plus précise, mais ne sera jamais aussi exacte qu'ici, sur Terre, dans notre laboratoire. Autour de la Terre, nous n'avons évidemment pas d'atmosphère. Il n'y a rien qui bloque les différentes longueurs d'onde de la lumière. Ainsi, je parviens à faire une discrimination plus fine entre les différents types d'astéroïdes. Ce que nous tentons de faire ici, ce n'est pas de trouver des astéroïdes qui contiennent du fer, mais du platine et des métaux rares. Leurs signatures sont beaucoup plus subtiles. Le défi de notre projet avec AMC, c'est d'utiliser un spectrographe qui convient au télescope terrestre, comme celui que nous utilisons à La Palma. Un télescope de 2 mètres et 20 tonnes. Il est équipé d'un spectrographe de 10 kilos. Nous allons donc essayer de le miniaturiser afin qu'il tienne dans un CubeSat de la taille d'un paquet de céréales qui ne pèsera que quelques kilos. I'm ready. I'm also ready. Wait a minute. Le CubeSat, c'est un nouveau standard de satellite miniature basé sur des modules de 10 cm sur 10 qui peuvent s'assembler entre eux. Leurs composants sont très bon marché. L'autre avantage, c'est que leur petite taille permet de les déployer à moindre coût. On peut même les lancer à la main. Nous avons la chance d'être nés au tournant du XXIe siècle. Nous vivons dans une société où nous pouvons accéder à la technologie satellitaire à très très faible coût par rapport aux missions spatiales qui nous ont précédés. Par exemple, notre premier satellite ne coûtera que 7,2 millions d'euros. C'est nettement inférieur à ce que ferait n'importe quelle industrie spatiale. Nous prévoyons de lancer Prospecting Satellite 1 en 2021. 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4. En 2018, un lanceur indien met en orbite une centaine de CubeSats. Parmi eux, l'Arcade 6, le premier satellite de prospection minière de Planetary Resources. L'Arcade 6 va permettre d'établir une cartographie des ressources spatiales. Mais il va devoir aussi tourner ses capteurs hyper précis vers la Terre et vendre des données comme un satellite d'imagerie classique. C'est un moyen de gagner de l'argent rapidement, car, comme tous les mineurs de l'espace, Planetary Resources est en apnée financière. Il y a incontestablement de nombreux défis à relever.
Nous parlons d'un cycle de développement de 10, 15, 20 ans pour que l'industrie arrive à maturité. Notre première phase, notre phase de prospection, est la plus importante économiquement parlant. Simplement parce que si vous voulez développer une industrie minière sur les astéroïdes, vous devez être capable de subvenir à vos besoins pendant le développement de cette technologie. Pour ce faire, vous devez pouvoir créer une motivation économique. Notre business model repose sur les astéroïdes métalliques, qui représentent environ 4% de l'ensemble des astéroïdes du système solaire. Ce sont les plus intéressants d'un point de vue économique. Donc, ce sont ceux que nous réservons à notre propre segment de clients les plus importants. Les clients souhaitant accéder à ces données auront à payer une prime énorme. Fondamentalement, on est en train de mettre en place sur Terre un marché pour les ressources de l'espace. Les space miners n'ont pas tous le même business plan. Pour Planetary Resources et Deep Space Industries, une ressource pourrait bien avoir plus de valeur que le platine ou les métaux rares. La première, c'est l'eau. Car l'eau dans l'espace, comme vous allez l'apprendre, est sans doute le plus précieux des matériaux que nous utiliserons et trouverons dans l'espace. Évidemment, c'est un élément qui est essentiel à notre vie sur Terre et bien sûr, il serait crucial pour notre vie dans l'espace. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'eau et ses éléments constitutifs, l'hydrogène et l'oxygène, sont les formes les plus efficaces de propulseurs pour fusées. Si nous réussissons à extraire l'eau avec succès, nous allons créer un réseau de dépôts de Proper-Gold, de stations-service qui vont littéralement ouvrir les routes vers le reste du système solaire. Cela va réduire radicalement les coûts d'exploration de l'espace lointain. De son côté, en 2016, Deep Space Industries met au point Comet, un propulseur spatial à base d'eau. Toute cette eau pourrait être extraite directement des astéroïdes carbonés. On imagine déjà des essaims de sondes de minage se ruant vers les richesses de la ceinture d'astéroïdes, se ravitaillant en chemin dans des stations-service de l'espace. Ce qui est assez fascinant dans les nouvelles technologies, c'est la promesse de vous faire toucher une réalité, y compris par le virtuel. Jacques Arnoux est docteur en histoire des sciences. Depuis 20 ans, il occupe un poste qui n'existe nulle part ailleurs. Il est chargé des questions éthiques au Centre national des études spatiales. La nature nous a dotés, nous les humains, d'un truc un peu étrange, ça s'appelle l'imagination. Cette capacité que nous avons, chacun d'entre nous, à nous projeter dans un ailleurs spatial ou temporel. Et comme nous partageons avec d'autres animaux dits supérieurs aussi la curiosité, quand vous mêlez curiosité et imaginaire, eh bien, vous expliquez une part importante du moteur de l'exploration. Et ça fait comme ça des millénaires que nous, les humains, eh bien, nous franchissons des mers, nous franchissons des montagnes, nous franchissons des distances aériennes et aujourd'hui des distances spatiales. Et tant que nous voudrons être humains, nous devrons gérer ce mélange de fascination et en même temps notre capacité à inventer des objets, des instruments pour aller voir ce qu'il y a en fait de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la mer. Depuis le début des années 60, l'espace est présenté comme la nouvelle frontière, les mondes inconnus que nous devons aller explorer. Et le New Space reprend cette espèce de litanie, de credo, pour lui donner un nouveau visage, des nouveaux prophètes, des nouvelles images aussi technologiques. Ces fusées qui reviennent se poser sur leur lieu de départ, c'est devenu une image presque mythique. On est vraiment dans une mythologie à raconter, une mythologie à voir, qui est une manière aussi de raconter une histoire à construire. Au lieu d'attendre tranquillement que les années à venir nous tombent dessus, 2020, 2030, 2040, dire mais je vais en faire un futur, c'est-à-dire que je vais le construire moi-même. Ils ne sont pas en train de décrire le futur, ils sont en train de construire un présent un peu différent. Réinventer le présent nécessite un bon business plan. Pour les space miners, c'est ici et maintenant que tout se joue. Ils doivent convaincre les investisseurs
qu'ils pourront leur ouvrir de nouvelles opportunités commerciales, mais cette fois-ci, dans l'espace. J'ai entièrement autofinancé AMC grâce à mon héritage. Nous avons aussi reçu une petite somme d'argent du gouvernement écossais et une autre du gouvernement britannique. Nous avons besoin de lever 7,2 millions d'euros au cours des 6 prochains mois pour passer à la fabrication du satellite. Nous ferons ça en Écosse, mais nous serons aussi présents au Luxembourg. Ça serait la meilleure chose à faire. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autre choix. Bienvenue au Grand-Duché du Luxembourg, le petit pays de la grande finance qui doit sans cesse se réinventer économiquement. Ici aussi, on fait le pari des ressources du futur. Ce n'est plus de la science-fiction, on se rapproche vraiment très fort du jour où on utilisera les premières ressources spatiales. Marc Serres est le premier président de la LSA, la très récente agence spatiale luxembourgeoise. Ici, ce qu'on entend par ressources spatiales, ce sont des matériaux que l'on peut trouver sur des objets célestes. Ça peut être la Lune, ça peut être des astéroïdes, ça peut être Mars ou d'autres objets dans le futur. Une entreprise qui souhaite développer un nouveau produit ou un nouveau service, elle peut venir nous voir, et si ces objectifs sont en ligne avec la façon dont nous souhaitons développer le secteur ici au Luxembourg, ça ouvre la porte tout de suite à des possibilités d'aide. Il faut que ces activités restent durables et qu'elles bénéficient vraiment au développement, de manière générale, au développement de l'humanité. En 2016, le gouvernement luxembourgeois a investi 25 millions d'euros dans le capital de Planetary Resources. De nombreuses autres start-up, dont Deep Space Industries, se sont aussi installées au Grand-Duché. Aujourd'hui, Mitch Hunter-Scullion vient à son tour présenter le projet de l'Asteroid Mining Corporation à la LSA. Les affaires sont les affaires et l'entretien restera confidentiel. L'enjeu est de taille pour les space miners, car ce qu'ils viennent chercher ici, c'est bien plus que de l'argent, c'est le droit d'exploiter l'espace. Aujourd'hui, toutes les activités spatiales sont régies à travers des traités internationaux, et ces traités, malheureusement, ne sont pas suffisamment précis sur ce qu'on peut ou on ne peut pas faire avec les ressources que l'on peut trouver dans l'espace. Depuis le traité international de l'espace de 1967, l'espace était considéré comme un territoire commun de l'humanité dont les États ne pouvaient s'approprier les ressources. En 2015, les États-Unis changent la donne. Ils votent une loi destinée à doper la compétitivité de leur secteur spatial privé. Cette loi permet aux citoyens américains de s'approprier les ressources de l'espace. En 2017, le Luxembourg vote une loi similaire pour les entreprises installées sur son sol. On se voulait flexible et aussi se laisser la porte ouverte, évidemment, après la question de l'interférence des activités, la question de la disponibilité je dirais, des surfaces qui sont sur un corps céleste. Ça, ce sont des questions qui, je l'espère, seront débattues et résolues au niveau international. Dans le sillage des États-Unis et du Luxembourg, de nombreux pays s'intéressent aux ressources spatiales, dont la Chine, qui s'éveille à l'espace et qui a déjà les dents longues. On s'attelle désormais à la rédaction d'un nouveau traité international qui tentera d'harmoniser les ambitions de ces nouveaux acteurs. Ce cadre pourrait bien servir plus vite que prévu. Les grandes agences spatiales, à leur manière, inaugurent la phase 2 du space mining, l'exploration. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of OSIRIS-REx. Its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back. Alors on vit actuellement une époque extraordinaire pour les astéroïdes, puisqu'on a la chance d'avoir 2 missions spatiales qui sont en train de visiter leurs astéroïdes, la mission OSIRIS-REx de la NASA et la mission Hayabusa 2 de la JAXA. Ce qui est génial avec les astéroïdes, c'est qu'en fait, ils intéressent des communautés qui sont très diverses, qui ont des objectifs très différents, mais en tout cas pour l'instant, elles ont besoin des mêmes informations. De quoi ils sont faits, composition, structure interne. OSIRIS-REx, qui est une mission de la NASA, eh bien, c'est pas pour rien que dans l'acronyme, on a Security
pour la sécurité, défense planétaire, et resource pour les ressources. Pourquoi ? Parce que même si c'est une mission dont l'objectif principal est scientifique, l'information qu'elle va récolter naturellement va servir aux mineurs et à ceux qui s'intéressent à la sécurité. Tout comme Patrick Michel à Nice, ici à Meudon, dans le sud de Paris, des scientifiques français participent à ces 2 missions internationales. Tous les moyens qui font avancer la technologie et la science, il faut les accepter avec plaisir. Maria Antonella Barucci est astrophysicienne et planétologue. Elle étudie la nature chimique et physique des corps primitifs du système solaire. L'exploration des astéroïdes comme minière, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'air. Mais avant d'aller vers le prélèvement des matériaux, et donc ce qu'on appelle les mining, il faut vraiment comprendre la composition, la minéralogie de ces objets dans une réalité concrète. Il faut aller sur place et prélever des échantillons pour amener sur Terre. Pour leur phase d'exploration, les sondes des Space Miners procéderont aux mêmes phases d'approche. L'essentiel, c'est d'avoir une caméra de navigation qui va nous permettre d'avoir des premières images de l'objet et de pouvoir calculer un premier modèle de forme de l'objet. La mission Osiris-Rex s'est mise en orbite autour de l'astéroïde Bennu et le but principal, c'est essayer de caractériser l'objet. Et avec la caméra, on a eu toute une caractérisation de la surface. Il y a des roches, des dimensions, des grains différents, des structures, des cratères. Et donc, on va sélectionner plusieurs sites qui sont vraiment les zones qui n'ont pas de risques pour atterrir quelques secondes, parce qu'en réalité, la sonde ne va pas atterrir. Il va juste avec les bras se poser sur l'astéroïde. On appelle touch and go, donc toucher, prendre des échantillons et repartir tout de suite. Il y a un bras avec de l'azote qui est poussé sur la surface, qui fait bouger les régolithes, et ces régolithes, ils remontent. Le régolithe, c'est la fine couche de poussière et de roches à la surface de l'astéroïde. En 2019, la sonde Hayabusa 2 transmet les images de ces 2 touch and go réussis sur l'astéroïde Ryugu. En 2020, Osiris-Rex fera de même sur l'astéroïde Bennu. Lors du retour des 2 sondes sur Terre en 2020 et 2023, les scientifiques espèrent trouver quelques centaines de grammes d'échantillons. Une fois qu'on a des échantillons sur Terre, on peut les étudier pendant des années. Aussi, quand il y aura des évolutions des instruments, il y a toute une partie d'échantillons, plus que les 50%, qui sont conservés pour les générations futures. Ces 2 missions sont des exploits technologiques. Pourtant, la phase d'exploration des Space Miners nécessite d'être encore plus précis dans la caractérisation des astéroïdes. Il leur faut aller plus loin, ou plutôt plus profond. Un touch and go ne va pas vous permettre d'être certain que les ressources que vous recherchez se trouvent bien à l'intérieur de l'astéroïde. Vous devez atterrir sur l'astéroïde et vous devez prélever un échantillon par carottage. Creuser dans l'astéroïde nous permet de confirmer que le matériau à l'intérieur est le même que celui qui se trouve à la surface. On a besoin de ça pour valider tout notre business model, pour valider que c'est économiquement viable d'aller récupérer du matériau de cet astéroïde. Notre sonde prélèvera un petit échantillon. Ce ne sera pas un gros prélèvement, mais sur le principe, il s'agira d'une version miniaturisée de nos missions d'exploitation. Nous allons utiliser une technologie de forage spatial, qui existe déjà à l'état de prototype. Cette foreuse a été développée pour l'échantillonnage sur Mars, puis adaptée pour forer en Antarctique. Elle a besoin de très peu d'énergie et exerce une pression faible sur le sol. Ce pourrait bien être l'outil idéal pour forer en microgravité. Nous allons développer cette technologie avec nos partenaires de l'Université de Glasgow afin qu'elle soit utilisable rapidement à des fins commerciales. Dès que nous aurons découvert des ressources précieuses dans un astéroïde, nous passerons immédiatement à la phase 3. Les mineurs de l'espace veulent aller vite, mais pour explorer puis exploiter les astéroïdes, leurs engins devront se poser à leur surface.
Ici, à Isae Supaéro, près de Toulouse, Naomi Murdoch étudie les interactions entre l'instrumentation spatiale et la surface des corps célestes. Sur un astéroïde, on est en condition de faible gravité. Les choses ne se comportent pas tout à fait de la même manière que sur Terre. Naomi est chercheuse en sciences planétaires. Elle a participé à de nombreuses missions internationales, dont la mission InSight vers Mars. Elle a aussi été consultante pour Planetary Resources. L'un des défis lorsqu'on veut interagir avec les astéroïdes, c'est que la gravité n'est pas forcément constante à leur surface. Cela signifie qu'il peut y avoir certaines régions de l'astéroïde où vous allez être plus léger et d'autres régions où vous allez être plus lourd. Sur certains astéroïdes, il est même possible qu'autour de l'équateur, parce qu'il tourne très vite, la force centrifuge équilibre la gravité. Nous avons des preuves que le matériau de surface de ces corps se déplace. Il y a des avalanches sur ces corps. Nous allons avoir besoin de comprendre comment un vaisseau spatial va interagir avec la surface. Ici, à Isae Supaéro, nous avons mené une expérience grâce à une tour de chute utilisée pour des crash tests. Nous l'avons adaptée avec un système de poulies et de contrepoids. Vous prenez une boîte et vous la laissez tomber. À l'intérieur de cette boîte, nous parvenons à simuler une très faible gravité. Nous prenons un projectile et nous le lâchons. Et nous allons avoir des collisions à très basse vitesse dans des conditions de faible gravité très semblables à ce que nous allons avoir sur un petit corps. Ces tests ont servi à préparer le déploiement de Mascot, l'un des 3 petits atterrisseurs lâchés à la surface de Ryugu. Des engins de quelques kilos à peine, conçus pour rebondir, puis se stabiliser. Une sonde de minage, elle, devra se poser à un endroit précis. L'une des façons qui a été imaginée pour atterrir et se poser sur les astéroïdes, c'est d'atterrir et de vraiment s'ancrer dans la surface. L'un des problèmes que cela pose, c'est que si nous ne sommes attachés qu'au matériau de surface lui-même, il n'est pas nécessairement attaché au matériau consolidé en dessous. Donc si la surface commence à se soulever, alors notre vaisseau lui aussi va se soulever. Il est donc très difficile d'arriver avec la solution parfaite pour atterrir sur la surface, s'attacher à la surface et y rester. Donc on a 2 choix. On attend d'avoir une connaissance plus globale des astéroïdes, de telle manière que nos hypothèses commencent à être un peu plus justes qu'elles le sont maintenant. Ou alors, on envoie une mission qui va d'abord aller voir l'astéroïde qu'on veut miner. On a une connaissance, on va le voir après, avec les outils pour pouvoir le miner. Il y a un problème avec ça, c'est que l'astéroïde il tourne autour du Soleil. Et c'est pas parce qu'il est accessible à un moment donné que 6 mois plus tard, il l'est toujours. On a des fenêtres de tir, donc ça rend un peu compliqué les choses. Mais ça serait effectivement l'idéal. Les Space Miners ont eu une autre idée, empruntée aux scientifiques de la NASA. Tout simplement, capturer un astéroïde, puis le ramener vers la Terre. Ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que ce sont, en général, pour les petits, des agrégats, des sortes de... comme un tas de roches qui sont liées les unes aux autres par leur propre attraction, même si elle est faible, elle est suffisante pour qu'ils restent comme ça, agglomérés. On appelle ça en anglais des rubble piles. Donc ça veut dire que si je veux le capturer, il va falloir ralentir sa rotation. Ralentir sa rotation quand un corps tourne parfois en moins d'1 minute sur lui-même, qu'il faut arriver à le maîtriser. Peut-être qu'il a très peu de cohésion, en faisant ça, il va s'éparpiller. Donc il faut le mettre par exemple dans un grand sac. C'est des méthodes très compliquées. Nous allons capturer de petits astéroïdes dans leur totalité et nous allons les ramener probablement en orbite lunaire. La Lune est dans une position relativement fixe par rapport à la Terre. Donc, en mettant un astéroïde en orbite lunaire, vous créez une sorte de lune de la Lune, ce qui devrait plaire à peu près à tout le monde, et ça vous permet d'être à 3 jours de voyage de votre mine.
Parler avec les industries qui veulent faire du minage, l'idée, c'est pas de les décourager, mais en même temps, je suis un scientifique, je suis quelqu'un d'honnête, je veux les prévenir de la complexité. Donc l'idée, en fait, a changé. Plutôt que de ramener les matériaux sur Terre pour les exploiter sur Terre, eh bien, on en est venu à la conclusion que ça restait pertinent de faire du minage pour exploiter ces objets in situ et les utiliser comme ressources pour aller plus loin. Et puis fabriquer sur place, par exemple, son carburant, et voir pourquoi pas d'autres éléments dont on aurait besoin, etc. Si la perspective d'explorer plus loin intéresse le monde scientifique, elle a du mal à convaincre les investisseurs privés. En septembre 2018, Planetary Resources fait faillite. Perte sèche pour le Luxembourg, 13,7 millions d'euros. Quelques mois plus tard, Deep Space Industries est racheté par Bradford Space, une entreprise internationale spécialisée dans la fabrication de systèmes spatiaux. Ce qui l'intéresse, c'est la propulsion à base d'eau pour un usage limité en orbite terrestre. L'exploitation des astéroïdes semble remise à plus tard. Pour qu'elle prenne son envol, il manque un lien entre la Terre et l'espace lointain. Un lien entre le court et le long terme. Un homme l'a bien compris, il est à la fois un prophète du New Space et un titan de la logistique. À lui seul, il investit $1 milliard par an dans ses projets spatiaux. Permettez-moi de vous présenter quelque chose. Washington, 9 mai 2019. Voici Blue Moon. Nous travaillons sur cet atterrisseur depuis 3 ans. Il posera en douceur de manière très précise 3,6 tonnes de charge à la surface lunaire. Il est temps de retourner sur la Lune, cette fois-ci pour y rester. Des milliers de gens créatifs arrivent avec des idées nouvelles sur les façons d'utiliser l'espace. Ces entrepreneurs ne peuvent pas exister aujourd'hui. La raison est très simple, le prix d'admission pour faire des choses intéressantes dans l'espace est actuellement beaucoup trop élevé, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Lorsque cette infrastructure sera en place pour les futurs entrepreneurs de l'espace, vous verrez des choses incroyables se produire. Une des choses que nous devons faire, c'est inspirer ces générations futures. Les humains réfléchissent à très court terme. Les humains se disent que 10 ans, c'est une longue période, que 50 ans, c'est une vie, et que 100 ans, c'est inconcevable. Mais 100 ans, ce n'est pas une longue période. Si vous comparez avec l'histoire de la Terre, 100 ans, c'est une nanoseconde. On peut faire des grandes choses dans une vie. Quand les gens me disent « tu es un rêveur », je leur réponds qu'ils ne voient plus assez loin. Alors d'après notre étude, l'exploitation des ressources sur la Lune ou de l'eau sur la Lune, c'est pour la prochaine décennie. Et tous les autres types d'utilisation, on envisage que ça se développe sur les 40 prochaines années à peu près. Les astéroïdes ne sont pas de la science-fiction. Nous y allons, nous avons des engins là-bas en ce moment. Regardez la sonde de la NASA sur l'astéroïde Bennu, celle de la JAXA sur Ryugu, elles y sont. Ce qui relève plus de la science-fiction, c'est d'être capable de les exploiter efficacement. Mais utiliser les astéroïdes comme une étape qui permettrait à l'humanité d'aller plus loin dans le système solaire, cela me semble être une bonne manière de progresser. Le futur que personnellement j'imagine, c'est un futur où l'humanité coopère pour exploiter les ressources du système solaire d'une manière durable et qui permette de continuer à s'épanouir scientifiquement en tant qu'espèce humaine et surtout d'explorer le système solaire. Je ne me fais guère d'illusions sur le fait que si jamais un jour, ce dont je doute, il y a une vraie conquête spatiale pour les ressources, eh bien, ce qui prévaudra, ce sera la loi du plus fort. Bien. Nous devons choisir. Voulons-nous la stagnation et le rationnement, ou voulons-nous le dynamisme et la croissance ? Nous devons utiliser les ressources de l'espace, nous devons avoir un avenir dynamique pour nos petits-enfants et leurs petits-enfants. Nous ne pouvons pas les laisser être la proie de la stagnation et du rationnement. Moi, je trouve terrible qu'il y ait effectivement un tel gâchis d'intelligence humaine. On pourrait mettre toute cette énergie et cette intelligence au service d'une sobriété qui ne soit pas un retour à l'âge de pierre, mais qui soit au contraire le fait de pouvoir garder tous les avantages de la technologie, des connaissances que nous avons pu acquérir, rentrer dans un monde de la réparabilité, effectivement, un monde avec une économie circulaire beaucoup plus forte. On n'arrivera jamais à 100%, il n'y a rien qu'on peut recycler à 100%, mais aujourd'hui, quand vous voyez qu'une grande partie des métaux emblématiques des nouvelles technologies sont recyclés quasiment à 0%,
eh bien, il y a un progrès gigantesque qui pourrait être fait. Et puis se poser aussi la question de la place de l'humain. À chaque fois qu'on remplace un guichetier par une borne d'accueil, on a remplacé du travail humain par de la consommation inéluctable de ressources. À quoi pourrait ressembler cet avenir? Où vivraient des milliards d'êtres humains? Ce serait une civilisation incroyable. Des transports à grande vitesse, des zones agricoles, pas de pluie, pas de tempête, pas de tremblements de terre. Certains endroits seraient plus récréatifs. Il y aurait un tout nouveau type d'architecture. J'ai du mal à croire qu'on sera capable, et je me demande même s'il le faut, de coloniser d'autres endroits, parce que quand on fait du spatial, on se rend compte que l'espace est quand même vide et que tout est très très loin, et qu'il n'y a finalement pas beaucoup de milieux qui ne sont pas hostiles à une vie comme la vie humaine. Il n'y a rien qui ressemble à notre planète, rien. Est-ce qu'on n'est pas en train de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré? Et donc le vrai changement de mentalité, le vrai changement de mode de pensée, c'est de s'attaquer à ces modes de consommation qui poussent au gaspillage et qui ne font que déplacer le problème en permanence à mesure que nous avons toujours plus besoin de technologie. Pourquoi pas aller chercher ailleurs les ressources dont nous avons besoin? Si au fond nous n'avons rien appris dans l'affaire ou que nous refusons d'apprendre quoi que ce soit, nous allons nécessairement répéter le même système, les mêmes erreurs. Oui, nous en aurons un peu plus. Nous ferons un peu plus d'erreurs, un peu plus de déchets, nous serons encore un peu plus nombreux. Sur cette terre, l'abondance n'existe pas et les ressources illimitées n'existent pas. Nous devons être capables de mieux gérer cela. Apprenons-le vite.